Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Joanne Dion, conseillère au protocole au ministère des Relations internationales et de la francophonie. Merci d'être présent à cette table ronde sous le thème « Les femmes en affaires, levier incontournable pour la francophonie économique ». Sans plus tarder, je cède la parole à la modératrice de cet événement, Madame Sophie Lemieux, vice-présidente marché institutionnel de Fiera Capital. Madame Lemieux, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, c'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à tous et à toutes à ce panel sur le rôle incontournable des femmes en affaires dans ce monde de la francophonie économique. C'est vraiment un réel plaisir d'animer ce panel. J'en suis très, très heureuse. Merci de l'invitation. C'est rare qu'on a la chance de faire le tour du monde de la francophonie en 1 heure comme ça parce qu'on me donnait là, un petit peu des statistiques sur votre présence. On est quelques 230 participants. Évidemment du Québec, de la France, bien sûr, mais aussi de l'Égypte, des étudiantes de l'Université Senghor, d'ailleurs, qu'on salue, du Maroc, d'Abidjan, du Sénégal, Togo, du Mali, en Haïti également. Et ce que j'ai compris, en tout cas, c'est que le soleil a brillé à Paris aujourd'hui. Il brille au Québec également. Et je crois, j'ai regardé un petit peu sur la carte, qu'il a brillé un peu partout, peu importe l'heure qu'il est actuellement, au sein de la francophonie. Et ça tombe drôlement bien puisqu'on accueille 4 femmes brillantes qui vont vraiment ensoleiller cette prochaine heure. Entre autres, 3 femmes du monde de la francophonie qui, elles, ont décidé de venir s'installer au Québec, mais tout en gardant vraiment, en restant bien connectées avec la réalité de la francophonie mondiale. Et elles seront accompagnées d'une grande dame qui a tout un parcours économique, un parcours en tant que femme d'affaires et qui a, au cours de sa carrière, dirigé des actions bien concrètes au sein de la francophonie et particulièrement au sein de la francophonie économique. Vous savez que ce panel coïncide avec l'intention du gouvernement de réaliser le plein potentiel du Québec à travers le monde, à travers ses délégations, en leur confiant un rôle davantage économique. Et parmi, évidemment, toutes ces délégations du Québec, la francophonie est un marché qui est très prometteur. Le panel aussi nous permet de souligner le 50e anniversaire de la francophonie. Alors, pour l'occasion, avant d'entamer la discussion avec nos conférencières, j'ai le plaisir de vous présenter notre ministre Nadine Giraud, qui est ministre des Relations internationales et de la francophonie, ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Madame la ministre, à vous la parole. Merci beaucoup, Sophie. Alors, mesdames et messieurs, chefs de mission diplomatique et consulaire, Madame la déléguée générale du Québec à Paris et représentante personnelle du Premier ministre du Québec pour la francophonie, Mesdames et messieurs les représentants des entreprises, organismes, institutions, ministères partenaires qui sont partout sur la planète aujourd'hui et qui nous suivent, Mesdames les panélistes, bienvenue à cet événement francophonie. Alors, distingués invités, bonjour à toutes et à tous. Avant de plonger dans la francophonie, je voudrais vraiment prendre un moment pour parler de la place des femmes, tout court, dans la société. Et le week-end dernier, nous avons toutes et tous vécu un moment historique et unique. Pour la première fois, une femme, et de surcroît une femme de couleur, de parents immigrants, a été élue vice-présidente des États-Unis et fera donc son entrée à la Maison-Blanche. Cette élection revêt une valeur historique non seulement par son fait, mais aussi par l'espoir qu'elle suscite, par la fierté qu'elle engendre, l'ambition qu'elle ravive, et ce, chez toutes les femmes et les jeunes filles, qu'elles soient de couleur, quelle que soit leur couleur, leur origine, leur religion ou leur descendance. Alors, je suis d'autant plus ravie d'être avec vous ce matin et d'ouvrir cette discussion sur la contribution des femmes au monde du travail et des affaires dans la francophonie. Quel beau lien avec ce qui s'est passé ce week-end. Et aussi, tous les pays qui suivaient cette élection ont vécu particulièrement ces moments difficiles où la pandémie touche durement l'économie de tous les pays, dont ceux de l'espace francophone. Pour plusieurs secteurs d'activité, on le voit, ils tournent au ralenti depuis mars dernier. Certains même sont pratiquement à l'arrêt. Et ça a entraîné son lot de difficultés pour les entreprises, mais surtout une hausse marquée du chômage. Les femmes dans cette situation sont particulièrement affectées par la crise sanitaire parce que leur position socio-économique est déjà plus précaire que celle des hommes dans la plupart des pays du monde. Cette situation préexistante
les rend encore plus vulnérables au contre-coup de la pandémie. Les plans de relance économique en cours devront impérativement tenir compte de cette réalité et adopter des mesures pour continuer d'assurer que les femmes deviennent économiquement plus autonomes. Les femmes jouent un rôle essentiel au niveau économique et contribuent fortement à la vitalité de leur communauté. Selon la Banque mondiale, une entreprise sur 3 est détenue par une femme à l'échelle mondiale. En Afrique, particulièrement, le taux d'activité entrepreneuriale des femmes est l'un des plus élevés. Près de 27% des femmes africaines en âge d'exercer un emploi mettent sur pied de petites entreprises dynamiques qu'elles dirigent habilement. Par contre, les femmes demeurent tout de même confinées à l'économie informelle, parce qu'elles font souvent face à des barrières juridiques et sociales qui vont freiner leur accès au marché dans des conditions décentes et sécuritaires. Quand on regarde chez nous au Québec, c'est 43% des entreprises qui sont détenues par des femmes. Et de plus, en 2017, l'indice entrepreneurial québécois révélait que 51,4%, donc plus de la moitié des nouveaux propriétaires d'entreprises au Québec étaient des femmes. Une tendance importante de l'entrepreneuriat féminin qui s'impose et qui amène une grande contribution à l'économie du Québec. La table ronde d'aujourd'hui est également l'occasion de souligner le 50e anniversaire de l'Organisation internationale de la francophonie, de l'OIF. La francophonie, c'est un accès privilégié et direct à 87 chefs d'État et gouvernements. Ce sont des occasions de rayonner, d'exercer notre influence et de renforcer notre positionnement stratégique et politique à travers toute la planète. En matière économique, la francophonie représente un marché potentiel de 1,2 milliard d'habitants, dont 300 millions de locuteurs francophones. Ces locuteurs comptent pour plus de 20% des échanges mondiaux de marchandises et 16% de la richesse mondiale. Donc, c'est un espace de coopération économique qui est notamment rendu possible parce que nous partageons une langue commune, le français. La langue française favoriserait une augmentation de près de 18% des flux commerciaux en moyenne entre deux pays de la francophonie et un gain de 4,2% de la richesse par habitant en moyenne. Il faut rappeler, et on le sait tous, que la langue française, c'est la 3e langue des affaires dans le monde, après l'anglais et le mandarin. Certes, on doit utiliser cette langue commune pour faire des affaires en Afrique, mais on doit aussi également saisir l'opportunité en Europe, où nous avons des liens économiques forts, en Asie, où il y a une place pour l'intensification des échanges et dans de nombreux pays partenaires. Le Québec joue un rôle actif en francophonie, très actif, et particulièrement en francophonie économique. Il occupe la présidence par intérim et la vice-présidence de la Commission économique de la francophonie. Le Québec contribue aussi au financement de la mobilité des jeunes entrepreneurs de l'espace francophone, grâce à l'initiative en créativité entrepreneuriale jeunesse en francophonie, qui est pilotée par les Offices jeunesse internationaux du Québec, le GIC. Et le premier ministre a lancé ça au dernier sommet de la francophonie. La francophonie économique se vit également ailleurs au Canada. L'impact du Québec se vit de façon vraiment quotidienne de par son appui aux communautés acadiennes et francophones de toutes les provinces, dans la mise en place de nouveaux réseaux d'affaires et de partenariats de soutien à la vitalité de la langue française. Mais moi, je suis persuadée qu'on peut en faire encore plus. Le Québec, à l'instar de ses partenaires, souhaite une augmentation des échanges économiques et commerciaux au sein de la francophonie. Au ministère des Relations internationales et de la francophonie, on finalise actuellement une vision Afrique. Et cette vision-là mise sur le renforcement des échanges économiques entre le Québec et le continent africain. Je suis convaincue que cette vision Afrique va être mutuellement bénéfique autant pour les entrepreneurs québécois que les entrepreneurs de l'Afrique francophone qui souhaitent tisser davantage de liens d'affaires. En plus, je crois fermement que la nouvelle stratégie économique de la francophonie, qui sera adoptée lors de la conférence ministérielle à laquelle je vais participer à la fin du mois, va nous offrir
des occasions de renforcer nos partenariats économiques. Chose certaine, toute la francophonie attend des résultats très concrets de cette stratégie. Pour conclure, le Québec souhaite jouer un rôle encore plus grand dans le développement de la francophonie économique et dans l'autonomisation économique des femmes. Tout comme la Vision Afrique, la stratégie économique pour la francophonie sera un levier important pour y arriver. Son succès va reposer en bonne partie sur la mobilisation de chaque État et gouvernement membre, et ce, sur les 5 continents. Les pays de l'espace francophone disposent d'outils, de leviers pour améliorer les conditions de vie de leur population, des femmes en particulier, sans lesquelles un véritable développement n'est pas possible. Si on unit toutes nos forces, je suis persuadée qu'on va y arriver. Je laisse maintenant la parole à nos expertes. Je connais plusieurs d'entre vous et on peut se considérer très choyés aujourd'hui d'avoir autour de notre panel, notre table virtuelle, un panel aussi imposant qui regroupe des femmes d'expérience avec des expertises, des parcours professionnels solides et de nombreux succès en affaires qui ont généreusement accepté de venir discuter avec nous aujourd'hui. Alors, mesdames, je vous remercie chaleureusement encore une fois pour votre participation à cette table ronde dont la thématique me tient particulièrement à cœur. Merci à tous et je vous souhaite de fructueux échanges. Merci beaucoup, Madame la ministre. Vous avez mis la table de façon merveilleuse, en fait, en mettant l'importance sur la francophonie dans le monde, quelques 1,2 milliard de personnes, mais dont le quart parle français, c'est pas rien. On sait que la porte d'entrée de l'Europe, c'est la France, avec ses quelques 65 millions d'habitants, mais tout ce potentiel également qui se trouve en Afrique. Bref, comment se positionne le Québec dans tout ça? Qu'est-ce qu'on apporte à la francophonie mondiale? Des idées, de l'innovation, de la performance, une culture nord-américaine, très certainement, avec ses avantages. Mais qu'est-ce qu'on a surtout à apprendre mutuellement en tant que membres de cette francophonie? Donc, apprendre des autres et échanger avec les autres. Je pense qu'on a suffisamment de contenu pour échanger au cours de la prochaine heure, tout en mettant, bien sûr, en lumière l'importance et l'apport des femmes, des chefs d'entreprise dans cette francophonie mondiale. Je vous présente nos conférencières à l'instant. Madame Monique Leroux, qui est vice-présidente exécutive et conseillère stratégique chez Sierra Capital. Bonjour, Madame Leroux. Déborah Cher-Enfant, qui est présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal et directrice régionale pour le Québec de la stratégie Femmes entrepreneurs au sein du groupe Banque TD. Bonjour, Déborah. On a décidé on va se vous voyez tout au long, mais on va s'appeler par nos prénoms. Alors, bonjour Monique, bonjour Déborah. Madame Souad El Malem, qui est associée exécutive chez Systémique. Bonjour Souad. Et Madame Annick Ketchugamo, qui est fondatrice de PODEF Incorporé. Alors, bonjour Annick. Avant d'échanger entre nous, je vous donne la parole parce que je veux qu'on prenne le temps de vous connaître et surtout de comprendre votre rôle dans la francophonie et un petit peu vos observations également. Mais juste d'abord, rapidement, je disais tout à l'heure que le soleil brillait un peu partout sur la planète. Par contre, il brille dans un contexte assez difficile, qui est celui de la pandémie, de la COVID. Et on ne peut pas passer à côté de se prendre le temps de se demander comment ça va. Comment allez-vous? Petit tour de table ronde virtuelle rapidement. Monique, d'abord. Alors, bonjour à toutes et à tous qui nous écoutent. Grand plaisir pour moi de me joindre à vous. Merci, Sophie, de votre animation et Madame la ministre, de vos propos inspirants. Je me sens bien parce que je me sens connectée aujourd'hui avec un grand nombre de personnes avec la technologie. Je dois dire que cette crise-là a accéléré mes apprentissages technologiques. Ma fille en est fort contente, d'une part. Et je vais réagir rapidement en disant que bien que je manque beaucoup le contact humain, on en reparlera. Je crois qu'on a ouvert chacune d'entre nous de nouveaux contacts à travers le monde qui sont très inspirants. Et je rejoins, pour conclure, Madame la ministre, en disant quel beau week-end avec finalement une femme, Kamala Harris, qui devient vice-présidente élue. Pour moi, c'est un symbole, c'est un mouvement qui vient confirmer ce qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, franchement, c'est un beau week-end et une belle journée. Bon, tant mieux. Déborah, comment ça se passe de votre côté?
Merci beaucoup Sophie de le demander. Salutations à vous, mesdames, chers copanélistes, et surtout merci au ministère, merci à Madame la ministre pour l'invitation et merci à vous de vous connecter aujourd'hui pour nous entendre. Ça va très bien, Sophie, et je pense que cette période, les derniers mois que nous avons passés toutes et tous, nous ont permis un peu de prendre du recul. Bien évidemment, je parle d'une position, et ça aussi, ça fait partie de ce recul-là, cette reconnaissance qu'on a de notre position privilégiée et à quel point nous sommes choyés, la plupart d'entre nous qui sommes connectés aujourd'hui, de pouvoir parler. Donc, ça va très bien, c'est sûr. Je n'ai pas arrêté de dire au cours des derniers mois que c'est une période qui m'a permis de faire le vide, mais en faisant le plein totalement. Donc, ce recul-là a permis de mettre pas mal de choses en perspective. Et donc, c'est comme on dit, reculer pour mieux sauter. Et je pense que beaucoup de personnes ont pu profiter. Et comme Monique le dit, moi-même, moi aussi, même si je suis la présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, donc on se réfère toujours à moi pour les questions jeunes. La question technologique a été également un grand apprentissage. Et ça l'est encore, même 8-9 mois plus tard. Les Zoom, Teams, WebEx de ce monde, on apprend encore beaucoup. Oui. Donc, ce virage numérique est encore en train de nous tourner et nous retourner dans tous les sens. Donc, mais ça va très bien, Sophie. Merci surtout de demander. On a tous fait un pas de géant en matière technologique, peu importe qui on est et d'où on partait. Souad, une habituée des déplacements entre autres, un peu partout à travers le monde, mais notamment le Maroc et Montréal, ça a dû être assez déboussolant, cette pandémie-là. Merci Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Et j'aimerais tout d'abord remercier, un grand merci à Madame la ministre Giraud et à toute son équipe pour cette belle initiative et opportunité aujourd'hui de partager tout ensemble sur un sujet qui nous tient à cœur. Je dirais, Sophie, que ça commençait à aller mieux à partir de la mi-juillet. C'est certain, comme presque pour tout le monde, le choc était brutal au mois de mars. On a dû rien aller. Notre agenda international fondé comme neige au soleil, c'était dramatique. Donc, on a dû faire un arrêt sur nos activités à partir de la mi-mars, malheureusement. Mais j'ai tendance à toujours vouloir aller chercher le positif dans une situation négative et j'ai réussi à quand même, durant la période du confinement, vivre deux choses qui étaient importantes à mon œil et à mon cœur. C'est vraiment, le fait de ne plus, comme vous l'avez dit, Sophie, le fait de ne plus voyager, mais soudain, j'avais du temps comme pas possible. Donc, c'était vraiment le temps de profiter de mes enfants, de ma famille, de chez moi. C'était quasiment un plaisir coupable. J'en ai profité pleinement. Le deuxième point, c'est que chez Systémique, nous avons des idées plein la tête et souvent on se dit « Ah, si j'avais le temps, si j'avais le temps, si j'avais le temps ». Mais finalement, l'équipe exécutive, on a décidé de travailler ensemble durant le confinement pour créer une nouvelle offre de services en appui aux PME québécoises et on est vraiment content. Sur 3 mois, on a pu pondre quelque chose de très intéressant et même on a un premier client pour cette offre de service. Donc, on est très content et on est très positif pour le futur. Donc, l'innovation et la créativité s'est poursuivie. Annick, de votre côté. Écoute, bonjour Sophie, bonjour à tout le monde. Et, merci beaucoup à Sophie, puis aussi à l'équipe du ministère et Madame la ministre pour l'invitation ce matin. Je suis vraiment très honorée, puis surtout très enthousiaste à l'idée de partager ce panel avec vous, mesdames, que j'admire au passage. Écoutez, comment ça va? Ça va, c'est une question très intéressante parce j'avoue, je n'ai pas vraiment pris le temps de me la poser en profondeur, mais ça va bien. C'est sûr qu'en tant que fondatrice d'une jeune pousse, dans les jeunes entreprises québécoises, la pandémie, puis ses répercussions économiques ont été source de gros chamboulements pour nous. Et un peu, au début, c'était quand même paniquant, parce qu'on se demande si l'entreprise va survivre, comment est-ce qu'on va faire pour passer au travers de ça, parce que en mars, quand du jour au lendemain tout ferme, on ne sait plus où on s'en va. Mais j'ai beaucoup aimé la phrase de Déborah tout tantôt, justement, qui disait que ça nous permet de prendre du recul, de reculer pour mieux sauter. On parle beaucoup de se réinventer, de prendre soin de soi, puis c'est des choses que nous, on a fait et qu'on continue à faire et on voit plus 2021 comme une année de nouveau départ.
pour notre entreprise. Donc ça va, pour l'instant, ça va. Puis, oui, l'adaptation qui est force féminine, je pense aussi, on s'adapte. La survie de ceux qui s'adaptent, donc on est vraiment en plein dans ça. Pour l'instant, comme je viens de le dire, mon entreprise est encore en vie et en santé. Donc, oui, c'est bien dit, hein, l'adaptation qui est une force féminine. Merci, Annick. Je me tourne maintenant vers Monique, que je vous présente à l'instant. Monique, vous avez été, bien sûr, présidente du conseil et chef de la direction du Mouvement des Jardins de 2008 à 2016. Vous avez aussi été associée chez EY Canada. Vous êtes compagnon de l'ordre du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne, du Temple de la renommée de l'industrie des valeurs mobilières. Vous siégez sur plusieurs conseils d'administration, Michelin, qui est en France. Vous avez un regard un peu partout sur cette planète belle, S&P, Couche-Tard, qui est partout à travers le monde, l'Allemand, qui est une société privée. Et de 2016 à 2020, vous avez été présidente du conseil d'administration d'Investissement Québec. Et maintenant, depuis le mois de mai, vous avez été nommée à la tête industrielle par le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada. Bref, longue feuille de route. Et entre autres, sous votre présidence au sein du Mouvement des Jardins, vous avez mené plusieurs actions en direction des pays de la francophonie, en Afrique en particulier, pour soutenir des caisses mutualistes. Alors, ma question pour vous, c'est quels sont vos grands constats? Qu'est-ce qui intéresse les partenaires étrangers dans le modèle québécois? Et en quoi peut-être le modèle coopératif qui a été développé au Québec peut être intéressant pour le développement d'autres nations francophones, dont l'Afrique notamment? Merci beaucoup de la question, Sophie. Et là, on touche à un sujet là, qui m'a vraiment profondément passionnée et qui continue de le faire. Quelques éléments de contexte. Alors, moi, j'aime bien, avant de se projeter sur l'avenir, faire un petit retour sur l'histoire. Et juste pour l'histoire, il faut bien savoir que le Mouvement des Jardins, qui est quand même extrêmement important au Québec, au Canada, et qui a quand même une portée qui dépasse les frontières, est né d'un échange à l'époque, Alphonse et Dorimène Desjardins, en fait, son épouse, ont eu avec finalement le monde francophone. Puisqu'ils étaient dans les années 1890 à 1900, jusqu'au moment du départ de la première caisse à Lévis, ils ont été en contact avec d'autres coopérateurs et mutualistes, français en particulier. Donc, des banques populaires et du Crédit agricole et du Crédit mutuel. Et ils sont partis de ces échanges pour finalement démarrer ce que, évidemment, nous connaissons maintenant beaucoup au Québec, le Mouvement des Jardins. Et donc, ça m'a beaucoup inspiré de dire comment Développement international des Jardins, qui existe toujours, qui a d'ailleurs un nouveau mandat élargi depuis cet automne, comment on a été capable de pouvoir collaborer à cet espace, je dirais, coopératif mondial, mais plus spécifiquement francophone, par un très grand nombre d'interventions qu'on a fait au fil du temps, et pas juste sous ma présidence, avec d'autres qui m'ont précédé, bien entendu, et je suis contente de voir que ça se poursuit. Alors, au Burkina Faso, au Sénégal, au Mali, au Bénin, en Tunisie, au Maroc, Haïti, etc., etc. Et ça, c'est sans compter les échanges structurés qu'on a eus, particulièrement sous ma présidence, avec le Sommet international des coopératives, avec ce que j'appellerais les grands groupes coopératifs, qu'ils soient financiers ou autres, en France, en Belgique, en Suisse et dans d'autres pays, et évidemment le mouvement africain qui est extrêmement présent. Alors, est-ce que j'y crois? Oui. Est-ce que le modèle coopératif peut apporter une valeur particulière dans cet espace francophone? La réponse à ça, c'est oui. Madame la ministre l'a évoqué tantôt. Il y a encore des pays pour lesquels il y a une économie qui est informelle. Pour lesquels la place des femmes en particulier n'est pas encore totalement reconnue et totalement encadrée de façon appropriée par un cadre réglementaire. Or, le modèle coopératif, c'est ce qu'on a essayé de faire en fait avec Desjardins et d'autres partenaires coopératifs québécois comme AgroPure, Solio et autres à travers Socodévie. On a donc
essayer de pouvoir, à un moment donné, donner une voix et donner un cadre qui permettait d'amener ces femmes, parce qu'on sait très bien aussi, là c'est un autre sujet qui me passionne, mais je vais m'arrêter parce que j'ai les collègues qui veulent aussi parler, mais on sait très bien que les femmes dans l'économie, des femmes qui gèrent des entreprises, des femmes qui gèrent la finance et le crédit, le font d'une façon extrêmement responsable et une façon très, très, très porteuse, pas juste pour elles, mais pour la famille et tous les gens qui l'entourent. Et donc, dans ce contexte-là, on a fait une série d'initiatives qui ont été très structurantes, qui ont, je crois, permis d'amener des femmes entrepreneurs avec de la microfinance, du microcrédit et, au fond, de leur donner une place reconnue dans la société. Alors, je dirais peut-être pour conclure, qu'est-ce qu'on recherche souvent du Québec en termes plus, je dirais, d'allure? Bien, je pense que mes échanges que j'ai eus à travers le monde m'ont amené à penser qu'on a un côté, je dirais, entrepreneurial, relativement simple, plutôt ouvert, et qui fait qu'on est relativement ouvert. Il y a encore toujours du travail qu'on doit faire, à ces contacts où on retrouve effectivement cette saveur un peu nord-américaine dans un contexte où on parle français. Alors moi, je crois qu'on a un avantage et une connexion à renforcer, à bâtir, et peut-être qu'on en parlera un peu plus tard avec les autres collègues qui sont avec nous pour ce panel. Vous avez touché plein de thèmes qu'on va rediscuter tous ensemble. Je vous présente, merci beaucoup Monique, et on se reparle dans un instant, mais je vous présente maintenant Déborah Cherenfant, qui est, en fait, Déborah, vous êtes diplômée en économie internationale et entrepreneuriat, directrice régionale pour le Québec de la stratégie Femmes entrepreneurs au sein du groupe Banque TD. Vous êtes présidente et porte-parole 2020-2021 de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, qui est la plus grande chambre de commerce au monde. Moi, je l'ai appris en vous parlant. Vous multipliez les engagements bénévoles, vous avez mis sur pied de faire rayonner justement les femmes et la diversité en général. Entre autres, en 2018, vous avez été nommée par le Conseil des ministres au Conseil du statut de la femme du Québec. Vous êtes arrivée en 2005 au Québec. Vous avez su au cours de votre carrière vraiment vous tailler une place importante dans le milieu de l'entrepreneuriat et du développement économique. Mais bon, entre autres avec la présidence de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, mais surtout aussi, vous avez fortement contribué justement à l'apport, à la contribution des femmes et la diversité. Ça fait vraiment partie de vos préoccupations. Et ce que j'ai le goût de vous demander, c'est à partir de justement, vous êtes au Québec depuis 2005, là, de votre propre expérience, de vos observations, quel avantage l'espace francophone offre-t-il aux jeunes entrepreneurs du Québec, peut-être plus spécifiquement aux femmes entrepreneurs issues de la diversité? Merci beaucoup, Sophie, pour la question, et surtout de souligner que ça fait 15 ans que je suis au Québec, originaire d'Haïti. Je suis née et j'ai grandi en Haïti, donc je salue. J'étais très contente. J'ai eu une petite réaction en introduction quand vous mentionnez, Sophie, qu'on avait des gens connectés d'Haïti, donc je salue mes compatriotes. Donc, pour revenir à la question, effectivement, pour les jeunes entrepreneurs et particulièrement pour les femmes, vous l'avez mentionné, Sophie, cette préoccupation pour la représentation des femmes, d'une part, dans le milieu des affaires, et aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui la diversité, m'a toujours préoccupée. Et dès mon arrivée ici, parce qu'effectivement, quand j'arrive ici avec l'ambition et l'intention d'étudier l'entrepreneuriat, de monter une des entreprises, ce qui m'a surtout frappée, c'est effectivement, puis on pourrait, je pense que Madame la ministre, dans son mot d'introduction et avec ce que Monique vient de mentionner par rapport à ce qu'il y a dans certaines sociétés, une certaine incohérence, peut-être une grande participation d'une part, mais peut-être peu de mention. Bref, ce qui m'avait un peu frappé ici, c'est le manque peut-être de prise de parole qu'ont les femmes, puis là, effectivement, on est en 2005 à ce moment-là, et surtout le manque de conversation autour de l'entrepreneuriat féminin. Donc, c'est comme ça que je démarre un peu mon implication en créant, premièrement, le blog Modèle. Donc, cet espace francophone et cette contribution à l'espace francophone, surtout pour les jeunes entrepreneurs et particulièrement les femmes, comme vous le mentionniez, Sophie, je pense que premièrement, ça nous permet d'avoir un peu accès à cette valorisation de nos origines, de nos points communs, et qui probablement amène vers une certaine estime, parce qu'on parle souvent des femmes entrepreneurs, à quel point l'aspect d'estime personnelle, on fait de la généralisation, bien évidemment, mais ce point d'estime qui manque souvent dans
dans nos ambitions entrepreneuriales. Donc, je pense que cet aspect de contribuer à l'espace francophone nous amène ce point de valorisation qui, par la suite, va contribuer à cette estime personnelle, de voir qu'on partage quelque chose, qu'on valorise ensemble. Un autre aspect qui est très, très important et dont justement, j'ai failli dire Madame Leroux, en plus, on s'est entendu pour dire Monique. Vous comprendrez qu'être sur un panel avec Madame Leroux, c'est un peu difficile et contre-productif dans ma tête de dire Monique à chaque fois. Bref, mais je vais m'y habituer au cours de cette conversation. Bref, Monique l'a dit, cet aspect de connexion. Cet aspect de connexion qui amène aussi la collaboration et qui éventuellement débouchera sur des liens d'affaires, parce que c'est ce dont on parle concrètement. Donc, on veut pouvoir faire en sorte que cet espace francophone soit également un espace économique. Donc, on parle depuis un certain nombre d'années, Madame la ministre l'a rappelé, donc les 50 ans de l'OIF, on parle de cette francophonie économique. Donc, je pense que cette connexion qui amènera de la collaboration et qui fera émerger ces liens d'affaires-là, c'est justement ce qu'on veut voir et ce dont on a besoin comme jeunes entrepreneurs et aussi femmes de la diversité. Le dernier élément, et j'ai parlé de la création de mon blog modèle parce que je venais d'arriver dans une nouvelle société, apprentissage de la culture d'affaires, la notion de réseau. Cette notion est tellement importante pour les personnes qui ne sont pas natives, mettons, du pays dans lequel elles évoluent, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Je parle de culture d'affaires, mais aussi beaucoup de personnes à connaître, beaucoup de connexions à faire. Donc, cette notion de réseau, créer un réseau, bâtir son réseau, comprendre un peu comment les choses fonctionnent pour éventuellement pouvoir, et tout simplement se faire des amis, peut-être avoir des associés pour lancer son entreprise aussi, et aussi pouvoir évoluer plus rapidement ou tout simplement plus facilement sans avoir à arriver à 15 ans plus tard et comprendre seulement 15 ans plus tard comment telle chose fonctionne alors qu'on a fait tout le contraire pendant 15 ans. Donc, cette notion de réseau est très, très, très importante et je pense que l'espace francophone peut nous permettre, doit nous permettre et nous permet de l'avoir. Et je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus tard. Annick, c'est comme ça qu'elle et moi, on s'est rencontrés. C'est lors d'une rencontre organisée à l'international, donc pour profiter un peu de cette notion de réseau de femmes entrepreneurs francophones. Donc, on a besoin de plus d'opportunités comme ça. Oui, tout à fait. Puis effectivement, on va continuer à échanger sur le sujet tout à l'heure. Je vous présente maintenant Souad El-Malem. Souad, vous avez mené vraiment à terme et avec beaucoup de succès des initiatives stratégiques importantes, dont entre autres l'implantation de Bombardier au Maroc. Vous avez été nommée en 2011 au poste de représentante en chef pour l'Afrique en appui avec toutes les unités d'affaires de Bombardier, ce qui vous a permis de vous hisser au top 100 des exécutifs seniors de Bombardier. Vous êtes depuis 2015 présidente fondatrice de la firme Systémique, qui est spécialisée dans l'implantation de sociétés nord-américaines à l'international, dont entre autres au Maroc, qui est évidemment d'intérêt pour nous dans ce panel sur la francophonie. Votre mission principale, c'est de créer un pont d'affaires et d'accompagner les entreprises et les institutions en vue pour leur croissance industrielle, leur croissance commerciale en Amérique du Nord, en Afrique, aussi au Moyen-Orient. Vous siégez sur plusieurs conseils, dont l'organisme gouvernemental Entreprendre ici, qui vise à aider les entrepreneurs de la diversité. Et en reconnaissance à votre contribution dans la réussite de l'aérospatiale au Maroc, c'est pas rien, vous avez reçu une décoration royale des mains du roi du Maroc. C'est le Grand Wissam national. En fait, c'est l'équivalent du grand officier de l'Ordre national. Et on dit de vous que vous êtes la plus marocaine des Québécoises, mais aussi la plus québécoise des Marocaines. Alors, en quoi le Québec se distingue-t-il dans la création de partenariats d'affaires? Si on prend l'exemple du Maroc, quelle est dans le fond la place économique du Québec au Maroc? Puis selon vous, qu'est-ce que le Québec apporte aux entrepreneurs marocains, mais vice-versa également? Merci Sophie pour cette présentation et la question. En fait, pour répondre à votre question, je dirais que le réflexe naturel du Québec, quand il s'agit d'aller à l'international, on le sait tous, c'est plutôt l'ALENA, c'est proche, on connaît très bien même, on gère notre risque et de façon générale, on y est confortable. Donc, l'ouverture d'aller ailleurs, ça devient toujours un peu plus compliqué. Donc, pour traverser l'Atlantique, évidemment, on ne connaît pas assez, donc cela prend souvent beaucoup d'efforts et de temps pour vraiment décider de foncer. Et ce n'est vraiment pas question de volonté, parce que souvent, je suis en discussion avec beaucoup d'hommes et femmes d'affaires, mais qui ont la volonté de le faire, mais clairement, c'est plus compliqué. Et à mon sens, la barrière majeure dans tout ça, c'est vraiment une connaissance fine
de l'autre, du marché, des autres partenaires économiques, ce qui fait que ça complexifie les choses et ça rend les choses plus ardues et ça prend plus de temps finalement. Donc ça, c'est un peu, je dirais, le topo quand on regarde comment on vit les choses. Mais en plus, le Québec, et ça je tiens toujours à le dire, le Québec jouit d'une réputation hors pair dans l'espace francophone. On est vraiment, en l'occurrence au Maroc d'ailleurs, on est vraiment perçu comme un partenaire crédible, volontariste. On a une aura de la qualité, du sérieux. Et je rajouterais à ça un point qui est pour moi en bonus, c'est on a zéro charge historique quant au colonialisme. Donc, c'est un point qui a toute son importance. Je pense qu'on nous aime au Québec. Et vraiment, techniquement parlant, on est un partenaire de choix. Donc ça, je tiens à le dire. C'est comme ça que je le ressens à chaque fois que je suis en échange avec les partenaires de l'autre côté. Donc, par rapport à votre question, si je reviens sur l'importance des échanges, je dirais, en ce qui concerne la grosseur des activités aujourd'hui, je dirais qu'au Maroc, nous sommes en relation avec le Québec, nous sommes plutôt à quelque chose d'un début qui est plutôt prometteur parce qu'il y a quand même eu quelques histoires de quelques succès. Si je focalise sur l'industrie en particulier, dont l'objectif étant d'augmenter la capacité de production et bien sûr de capter de nouveaux marchés. Donc, le premier projet structurant gagnant-gagnant vraiment entre le Maroc et le Québec, c'est celui de Bombardier que j'ai moi-même initié et piloté jusqu'à la livraison en 2014. Le deuxième, ça serait un deuxième projet industriel qui est celui de EDIP Technologies, une très belle PME québécoise dans un secteur de pointe transversal qui découpe autant l'aéronautique que le médical et bien d'autres activités et domaines. Nous les avons déployés au Maroc en 2019. D'ailleurs, c'est un très bel exemple pour moi d'une PME québécoise avec une solide stratégie internationale et une grande capacité aussi d'exécuter. Donc, d'ailleurs, dernièrement, EDIP a même réussi à se hisser à la 5e position des PME québécoises les plus pérennes. Donc, pour moi, c'est très significatif. Actuellement aussi, nous sommes impliqués dans d'autres projets dont malheureusement, je ne peux pas parler de détails, mais je peux réitérer vraiment que c'est très prometteur, les projets que nous avons dans le pipe, si j'ose dire. Oui. Franchement, je pense sincèrement que la pérennité des PME québécoises passe par des stratégies qui sont internationales, adaptées, qui profitent pleinement des opportunités que nous offre l'espace francophone, et autant au point de vue marché que d'augmenter nos capacités de production. Donc ça, c'est les deux éléments que je pense qu'on est capable d'aller chercher dans l'espace francophone, mais en ayant des stratégies. Il ne faut pas, comme on dit en anglais, c'est pas by accident, il faut que ce soit by design, il faut qu'on dessine ce qu'on veut créer pour s'assurer qu'on va y arriver. Que ce soit bien planifié. Effectivement. Et si je focalise rapidement sur la relation Maroc-Québec, il est clair que le Québec est un partenaire très intéressant de par son savoir-faire de longue date, son expertise, sa capacité d'innovation et de création, pour ne nommer que cela. Donc, le Maroc, quant à lui, démontre un dynamisme exceptionnel les 20 dernières années. Vraiment, dans beaucoup de secteurs, une stratégie d'industrialisation commence déjà à démontrer ses fruits, donc que ce soit dans le secteur aéronautique, l'automobile, l'agroalimentaire, la digitalisation. Donc, et je peux continuer sur d'autres. Mais en plus, le Maroc a des ressources humaines éduquées, un coût très compétitif, un des meilleurs au monde, sans pour autant sacrifier la qualité, chose qui est importante à mentionner. Donc, le Maroc, il a en plus 56 accords de libre-échange qui nous permet un accès à un marché qui dépasse le 1 milliard de population. Donc, si on met ça aussi dans la balance, ça nous donne l'attrait total de la relation. Donc, je pense sincèrement que dans cette relation, il ne manque pas grand-chose à part de dire que ça nous prend une feuille de route, comme Monique l'a dit tout à l'heure, ça nous prend quelque chose de concret. Ça nous prend une feuille de route, ça nous prend des projets communs. Pour mutuellement tirer profit de tous ces avantages. Tout à fait. Travailler ensemble de manière à ce qu'on table sur les forces de chacun. On a des forces au Québec, ils ont des forces dans la francophonie. Chaque pays peut amener sa part et puis on peut travailler ensemble de façon collégiale autour de projets structurants, mais il faut que ce soit des projets qui fassent du sens et que tout le monde y trouve son compte finalement. Et soit
on va pouvoir revenir toutes sur ces solutions très structurantes. Là, je voudrais juste donner la parole à Annick quelques instants. Annick, vous êtes que j'ai découvert en fait avec ce panel. J'en étais très heureuse. Jeune Annick qui est spécialiste en éducation financière, coach financier, fondatrice de CODEF, une entreprise qui a pour vocation sociale de démocratiser les finances personnelles afin que toute personne puisse avoir accès à l'information qui lui est nécessaire pour faire des choix financiers éclairés. Donc, d'abord, très belle initiative d'avoir parti son entreprise en ce sens-là. Et vous travaillez aussi pour sensibiliser les employeurs au stress financier. Ça va des deux côtés, de l'employé sur son impact sur les organisations, puis l'importance de le prendre en charge. Vous êtes titulaire d'une maîtrise en management de Grenoble, donc école de management évidemment située en France, d'un MBA en gestion internationale de l'Université Laval. Depuis 17 ans, vous avez reçu plusieurs reconnaissances, porte-parole du mois de l'histoire de la Ville de Québec, médaille du souverain pour les bénévoles de la gouverneure générale du Canada 2020, personnalité de Soleil Radio-Canada février 2020, finaliste au prix Femmes d'affaires du Québec. Il était temps que je vous connaisse. Alors, expliquez-nous, Annick, comment, dans le fond, dans votre parcours, parce que vous êtes partie de l'Afrique pour la France, pour le Québec, comment le français, la langue française, avantage pour vous? Écoute, merci beaucoup, Sophie, pour l'introduction et puis pour la question. Mais en fait, comme vous l'avez évoqué, je suis un pur produit de la francophonie, je pourrais dire ça. À 33 ans, j'ai passé un tiers de ma vie dans 3 pays francophones et dans 3 continents différents. Né au Cameroun, grandi en France et depuis maintenant 10 ans, ça fait 10 ans que je suis au Québec. Je venais pour 1 an, puis ça fait 10 ans que je suis restée là. Vous comprenez un peu l'histoire d'amour qu'il y a entre moi et le Québec. Donc, la langue française, effectivement, a été déterminante, puis a teinté mon parcours. En plus d'être ma langue maternelle, c'est aussi la raison pour laquelle je suis venue au Québec. Parce que quand je faisais mes études à Grenoble, école de management en France, il était devenu le temps pour moi de choisir où est-ce que j'allais faire ma dernière année d'école de commerce. Puis j'avais la possibilité d'aller en Asie, aux États-Unis, en Amérique du Sud ou dans d'autres pays européens. Puis moi, j'étais en quête de l'expérience nord-américaine, mais avec la langue française. Et on s'entend que Québec, l'accent d'Amérique, était un choix tout à fait désigné. Et aussi le fait qu'il y avait un partenariat entre mon école de commerce et l'Université Laval, donc l'université francophone au Québec, m'a permis de venir ici pour 1 an. Donc, c'était vraiment tout désigné. Puis, comme dit encore une fois arrivé au Québec, mon chemin s'en allait notamment vers l'Asie, mais j'ai décidé de rester ici au Québec. Au-delà de ça aussi, du fait de la langue française, puis c'est des choses qui ont été évoquées par Mme Leroux, Mme Giraud tantôt. C'est tout ce qui est des initiatives, notamment pour la mobilité des jeunes entrepreneurs, des jeunes tout court au sein du monde francophone, facilité par le LOGIC, les Offices jeunesse internationaux, qui ont permis de faire des très, très belles expériences, comme par exemple ma participation à la 2e conférence internationale des femmes de la francophonie à Bucarest, où j'ai eu la chance de rencontrer Déborah, ou encore ma participation à plusieurs reprises aux grandes rencontres des jeunes entrepreneurs du monde francophone, que ce soit à Montréal, mais aussi à Strasbourg l'année dernière. Donc, c'est vraiment, oui, un parcours extraordinaire. Puis, juste pour montrer aussi à quel point la langue française m'est très utile dans mon parcours même entrepreneurial, c'est que je devais participer notamment cet automne au CIPEN, donc au Sénat international des professionnels de l'économie numérique à Dakar, mais ça s'était reporté à cause de la pandémie. Donc, pour développer certains projets en lien avec mon entreprise. Donc, oui, entreprendre en français est très utile et très bénéfique pour moi aussi. Oui, ouais. Et comme je soulignais, lorsqu'on se parlait ensemble, Annick, vous êtes une femme du monde, vous n'avez aucune barrière. Aucune, et c'est vrai, je veux dire, j'ai beaucoup plus de barrières que vous. J'ai pas vécu toute cette expérience que vous avez vécue au sein de la francophonie. Et je dis des barrières de façon, parce que pour moi, ce serait des étapes plus importantes, alors que pour vous, il n'y en a plus de limites. Et là, je veux vraiment qu'on parle justement du rôle des femmes dans la francophonie économique. Peut-être le regard de Monique d'abord. Quelle place a la femme? On a entendu là, quand même des données, des statistiques. Mais il y a beaucoup de travail à faire encore. On a l'impression que les femmes vont être peut-être rapides dans certains pays à se partir en affaires, mais en même temps encore assez très limitées à continuer d'évoluer. Quelles sont vos observations et comment voyez-vous la place des femmes dans l'espace francophone, Monique? Alors, dans un premier temps, je le vois comme très important, très porteur.
Je vais commencer par ici. J'ai eu le plaisir, d'ailleurs, avec Madame la ministre, dans ses activités précédentes, de siéger au Conseil d'investissement Québec. Et j'ai eu aussi le bonheur de participer, au fond, à la préparation du plan stratégique qui est en cours, pour lequel il y a vraiment un pilier très important sur l'entrepreneuriat féminin. Il y a là une opportunité, il y a là un espace qui commence à être occupé. On en a parlé tantôt, Madame la ministre a donné des statistiques, mais il faut donner un élan additionnel. Et je sais que ce sujet-là, dans notre écosystème québécois, que ce soit avec la Caisse de dépôt, que ce soit finalement avec Fonds d'action, que ce soit avec le Fonds de solidarité ou d'autres partenaires financiers, en fait, soit Banque canadienne ou autre, on sait qu'il y a cette priorité. Alors, je pense qu'il nous faut vraiment avoir une nouvelle solidarité pour nous permettre là, de donner cet élan et de pouvoir le connecter. Et là, vous allez suivre mon idée. Investissement Québec a maintenant un rôle renforcé d'attraction et d'exportation. Je suis sûre que Mme Boisvert en parlera tantôt. Et force est de constater, quand on regarde les chiffres, que les échanges entre le Québec, par exemple, et la France ne sont pas au niveau, ils sont bons, mais ils pourraient être beaucoup plus importants. Je crois que les niveaux de collaboration, d'exportation et d'attraction entre plusieurs pays d'Afrique et le Québec devraient être beaucoup plus importants. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'Afrique, quand on regarde ça dans son ensemble, et Souad nous en a parlé en regardant le Maroc, mais on pourrait ouvrir la discussion sur l'ensemble du continent, particulièrement avec les pays francophones, on voit que c'est substantiel. Alors, il y a là une zone d'opportunité et de nouvelles, parce que la crise actuelle fait en sorte que ça amène une nouvelle géopolitique, une nouvelle géoéconomique. On verra qu'est-ce qui se passe avec le résultat des élections américaines, mais force est de constater qu'il y a une forme de nouveau protectionnisme qui s'établit dans plusieurs pays de la planète. Et là, nous, je crois que pour le Québec, avec l'espace francophone, il y a là moyen de prendre un espace, d'exercer un leadership qui doit se matérialiser par un effort conjoint du secteur public, le gouvernement du Québec, à titre d'exemple, mais aussi par le secteur privé. Je dirais aussi deux autres idées sur lesquelles on pourra rebondir. Il y a un grand nombre d'échanges entre des jeunes. Je crois beaucoup au pouvoir de la relève. Et je vois, et on a une démonstration évidente avec mes autres collègues panélistes aujourd'hui, j'en suis fort heureuse. Alors, voyons le nombre d'étudiants et d'étudiantes étrangers en provenance, entre autres, de l'Afrique, mais aussi en provenance de l'Europe, qui viennent finalement au Canada, au Québec, pour venir étudier. Alors, comment on est capable de pouvoir capitaliser sur ce qu'ils et qu'elles sont pour avoir une capacité de les accueillir, de faire en sorte qu'elles restent autour de nous et et là je vais rebondir sur le mot de Déborah, sur les réseaux, qu'on soit capable de renforcer finalement notre capacité de réseau et de développement de relations économiques. Parce que ce n'est pas vrai que nous pouvons avoir des relations économiques durables sans avoir bâti des réseaux. Et ça, je pense que le réseau, ça commence par un contact humain comme celui qu'on a aujourd'hui. Alors voilà quelques réactions. Oui, puis là, je vois Déborah qui acquiesce depuis tout à l'heure, mais Déborah, là, en tant que présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, Jeune Chambre très, très francophone, parce que dans le fond, vous me disiez que ça faisait à peine quelques années que le site était devenu bilingue. Et là, on a du monde un peu partout, là. Est-ce qu'il existe des liens au sein des Jeunes Chambres de commerce francophones? Je sais que vous m'aviez dit qu'entre autres, on servait d'exemple pour Toronto, mais pour le marché francophone, qu'en est-il de ces relations-là entre la Jeune Chambre de commerce? Tout à fait. Merci beaucoup, Sophie, puis Monique également pour des liens, parce que je prenais des notes quand Monique parlait. Moi, j'acquiesçais totalement pour aller vraiment dans le sens de ces paroles. En termes de collaboration, je vous dirais que la JCCM, donc la Jeune Chambre de commerce de Montréal, on collabore beaucoup avec les jeunes chambres, non seulement présentes au Québec, donc les autres jeunes chambres, donc que ce soit la Jeune Chambre de commerce du Québec, que ce soit de Drummondville, bref, à travers notamment, on a un réseau de jeunes chambres de commerce du Québec, la JCCQ,
Et aussi, on a, rien qu'à Montréal, plusieurs jeunes chambres francophones culturelles. Donc, que ce soit la Jeune Chambre de commerce haïtienne, le Réseau des professionnels et entrepreneurs africains, bref, la Jeune Chambre de commerce libanaise. Bref, vous comprenez tout le paysage. Donc, en termes de collaboration, c'est un réseau, encore une fois, pour utiliser ce mot-là, c'est un réseau dont on se tient très proche et avec lequel on tisse des liens. Et c'est quand effectivement, la Jeune Chambre, qui est une vieille Jeune Chambre, parce qu'on a 89 ans cette année, c'est quand on a compris effectivement qu'on était la plus grande Jeune Chambre avec nos 1600 membres, avec à peu près 150 bénévoles impliqués de façon très, très serrée par année et au-delà de 70 événements annuels, qu'on représentait ce réseau fort et un réseau très, très francophone, on va se le dire, même si on représente quand même la communauté montréalaise avec une bonne proportion de nos membres qui sont, oui, anglophones parce qu'ils font partie de l'écosystème montréalais, mais on demeure une jeune chambre tellement impliquée francophone. Et pour rebondir sur peut-être l'événement dont Annick parlait, qui est la grande rencontre des jeunes entrepreneurs francophones, qui a été initiée, entre autres, par la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Donc, pour vous dire un peu à quel point c'est l'importance que nous rattachons à cet espace francophone et à quel point on veut pousser encore plus loin les efforts en ce sens-là, notamment avec Logique qu'on a pu concrétiser ces efforts-là et également le ministère des Relations internationales. Donc, tout ça pour vous dire que cette collaboration-là, elle est là, elle est présente et elle avance toujours dans le bon sens, dans la bonne direction parce que c'est important pour nous. Par ailleurs, ce qu'on réalise, c'est qu'à travers le monde, au-delà des jeunes chambres francophones qui sont au Québec, mais à travers le monde, les autres jeunes chambres, que ce soit des réseaux français ou des réseaux belges, la réalité est peut-être différente, mais la situation, si on prend juste celle des femmes entrepreneurs, parce que dans ces échanges internationaux ou même locaux, on peut réaliser que même si on parle de différentes villes, de différents pays même, les réalités demeurent les mêmes. Quand on parle de femmes entrepreneurs beaucoup plus, et que ce soit les enjeux au niveau du financement, ça c'est bien évidemment une question commune à toute démarche entrepreneuriale, mais pour les femmes, ça demeure un élément qui est encore plus difficile. L'aspect réseau, encore une fois. Donc, vous m'excuserez, je vais utiliser peut-être ce mot souvent, mais la participation à un réseau pour avoir un petit peu plus de visibilité, ça aussi, c'est un élément qui est peu présent souvent dans l'expérience entrepreneuriale de plusieurs femmes. L'aspect également pouvoir aller de l'avant. Donc, cette ambition, je parlais d'estime de soi un peu plus tôt par rapport à ce que l'espace francophone peut nous permettre d'aller chercher. Je pense que ça, également, ça, c'est un élément sur lequel on se rejoint. Puis peut-être un dernier point, si vous le permettez, Sophie, c'est l'aspect, même si j'ai fait à peu près il y a 3-5 ans une promesse de ne plus jamais, quand j'interviens au sein de panels ou de conférences, d'adresser ou de poser à des femmes entrepreneurs cette question en matière de conciliation travail-famille, parce qu'on ne la pose pas aux hommes, mais il n'en demeure pas moins que ça demeure une réalité. Et la pandémie a permis vraiment d'exacerber ce point-là. Et c'est pourquoi à la Jeune Chambre, entre autres, on a publié il y a à peu près 1 mois et demi un livre blanc sur le congé parental des femmes entrepreneurs, parce que ça demeure un point important, parce que la charge mentale et la charge logistique, physique, économique de cette conciliation travail-famille demeure un poids pour beaucoup de femmes et ça demeure quand elles sont déjà mères, un sacrifice important, mais quand elles ne le sont pas encore, ça demeure une barrière à certaines femmes pour devenir entrepreneurs parce qu'on réalise qu'elles ne prennent pas le temps. Et en même temps, ça me fait penser, puis je veux qu'on aborde aussi ce thème-là, j'essaie d'y aller un peu plus rondement, là, vu que le temps file, mais il y a tout l'aspect également, cette conciliation famille-travail, c'est évidemment un défi important pour toutes les femmes d'entreprise, femmes d'affaires, femmes sur le marché du travail, et aussi pour son chemin à aller peut-être faire éclater ultimement le fameux plafond de verre, qui n'est pas nécessairement d'arriver au poste numéro 1, mais c'est tout le chemin pour y parcourir. Puis, Souad, vous êtes une femme chef d'entreprise, vous voyez la réalité ailleurs, comment, en fait, les défis, les avantages d'être une femme d'entreprise francophone actuellement et quelles sont les différences que vous voyez entre par exemple, les femmes entrepreneurs ou chefs d'entreprise au Maroc versus votre réalité à vous ici qui naviguez entre les deux et le parcours, parce que vous êtes quand même ici parmi les grands dirigeants là, chez Bombardier. Merci Sophie pour la question tout à fait pertinente. Si je reviens sur rapidement, parce que je sais que vous avez bien dit le temps file, je dirais que dans l'espace francophone de façon
naturel, on sait pertinemment que l'espace n'est pas favorable à l'émergence de chefs d'entreprise. Ce n'est pas naturel. Culturellement parlant, les vraies affaires, c'est une histoire d'hommes, malheureusement. Donc, quand il s'agit de l'industrie et du secteur manufacturier en particulier, ça, c'est le point que je rebondis par rapport à ce que Monique disait. C'est vrai que ça prend de pousser, ça prend un effort supplémentaire parce que c'est vrai qu'il y a des secteurs qui vont mieux que d'autres, mais l'industrie et le manufacturier, on a besoin d'un support supplémentaire. Sinon, ça n'arriverait pas, c'est trop difficile. Donc, c'est sûr que les femmes ont un fardeau supplémentaire de faire leur place, de persévérer, de beaucoup de choses avant de se faire une crédibilité et puis d'exister. Mais je pense que ça mérite un effort supplémentaire de nous tous, de manière à ce qu'on donne un coup de pouce parce qu'on a besoin de voir plus de femmes en industrie et en manufacturier, à mon sens, parce que ce secteur-là m'est cher, c'est important, c'est ce qui me fait le plus plaisir, et puis je pense que ça mérite un effort en particulier. Rapidement, si vous permettez, je ne sais pas si j'ai le temps de rajouter rapidement un petit point, c'est au point de Monique tout à l'heure aussi, c'est culturellement parlant, par exemple en Afrique, les femmes, elles sont bien perçues culturellement par rapport à la confiance. Elles sont réputées pour être battantes, elles sont capables de livrer la marchandise, elles sont fiables et surtout elles remboursent leurs dettes. Puis je pense que Monique est capable de confirmer ce point parce que c'est une réalité très importante. Donc, si on a ce comportement-là justement d'être sérieux par rapport à sa dette, ça veut dire on est sérieux par rapport à son entreprise, ça veut dire qu'il faut nous faire plus confiance. Donc, je pense que mon message est principalement sur ça. Oui, il y a tout ce rôle de la diaspora féminine également. Et Annick, parce que vous êtes dans le fond trois là, à être venus vous installer au Québec. Et il faut continuer. Vous avez toujours votre regard sur la réalité dans vos propres, que ce soit Haïti, le Cameroun ou que ce soit le Maroc, mais même ailleurs. Annick, votre perception et vos attentes envers cette diaspora féminine-là pour venir en aide aux chefs d'entreprise et aux autres femmes d'affaires dans la francophonie mondiale. Merci beaucoup, Sophie, pour la question. En fait, pour moi, le rôle de la diaspora féminine dans le monde de la francophonie est assez diffus. Diffus parce qu'on n'est pas fédéré en tant que tel et donc on ne se connaît pas. Et vu qu'on ne se connaît pas, on ne peut pas agir ensemble. Et tout à l'heure, je l'ai évoqué, ma participation à la deuxième conférence internationale des femmes de la francophonie, qui était sur le thème « Elle s'impose » à Bucarest en 2017. Et je ne sais plus si c'était Madame Jean ou bien une des participants qui avait dit cette phrase qui m'a beaucoup touchée, c'est « Seuls nous sommes invisibles, mais ensemble nous sommes invincibles ». Et ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué à l'époque. Puis, à ce moment-là aussi, c'était à cette occasion-là, le lancement du réseau, enfin, c'était une plateforme qui servait de réseau pour les femmes entrepreneurs du monde dans la francophonie. Mais depuis, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas eu de grand rassemblement de femmes de la francophonie, à part l'événement d'aujourd'hui, qui est d'ailleurs une belle opportunité, encore une fois, un bel honneur. Mais ça manque des activités comme ça. On parle beaucoup de réseau, on parle beaucoup de la relève, mais comment est-ce que justement on peut tisser des liens entre nous? Pour ça, il faut qu'on puisse se rencontrer, il faut qu'on puisse échanger justement et se connaître. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Il y a matière à faire en termes au niveau de la diaspora, oui. Et Monique, vous avez été, et vous êtes là, à la tête du Conseil sur la stratégie industrielle, mais vous avez mené des tables de concertation dans le secteur privé, entre autres dans le but de trouver des solutions économiques. C'est quoi la clé du succès pour arriver à des résultats concrets? Parce que là, c'est clair qu'il y a une intention, il y a une volonté de développer davantage le rôle économique, oui, des femmes, mais le rôle économique du Québec dans la francophonie. C'est quoi la clé du succès? C'est une grande question, mais... Une très, très vaste question, mais... On part par où, là? On part d'où? Je pense qu'on doit revenir à des principes de base. Je pense que lorsqu'on veut réaliser un projet, ça nous prend un certain nombre d'ingrédients. À la base, ça nous prend un groupe de gens qui vont avoir des convictions, une vision par rapport à ce projet-là. Et ensuite, ça prend de bonnes équipes et un bon plan d'action. Et donc, d'une certaine manière, je trouve très symbolique cette rencontre qu'on a aujourd'hui. Très heureuse aussi que la ministre soit avec nous et Mme Boisvert aussi en conclusion, parce que je crois que le Québec, le Canada aussi, mais le Québec en particulier, et c'est ce que j'ai pu voir à travers les
travaux que j'ai faits à travers le Canada cet été, que j'ai d'ailleurs terminé la semaine dernière. On a remis le rapport au ministre. Donc, il y aura des suivis. Je suis profondément convaincue des capacités que nous avons en fait au Québec et au Canada de pouvoir offrir un nouveau leadership dans ce contexte post-pandémique. En capitalisant sur ce que nous avons ici, mais en capitalisant aussi sur cette capacité de bâtir des réseaux, des relations commerciales, des relations politiques qui vont être porteuses, pas juste pour nous, mais aussi pour d'autres pays, et qui vont pouvoir, à un moment donné, mettre en valeur certains atouts stratégiques que nous avons. Et donc, ça passe par, je pense, un plan de relance bien structuré. Le premier ministre, d'ailleurs, nous en a parlé tout récemment. Je pense qu'on attend de son gouvernement sous peu un plan de relance très structuré sur certains pôles économiques. Je pense qu'on devra partir de ça. Et ensuite, l'écosystème, et ça m'amène à vous dire, Sophie, aussi, que je crois beaucoup, vous ne serez pas surprise, au pouvoir de la finance. Je crois beaucoup au pouvoir des institutions financières, des investisseurs pour faire bouger l'aiguille. Et donc, je pense qu'à partir du moment où nous avons un plan d'action assez clair, que l'écosystème financier québécois, voire canadien, s'engage et que finalement, il y a un momentum privé-public avec des réseaux que nous pouvons bâtir. Et ce n'est pas l'affaire de c'est quelqu'un d'autre, c'est notre affaire individuelle. Oui. Si on veut que les choses avancent, il faut qu'on soit capable nous-mêmes d'y contribuer. On a aujourd'hui un réseau, je pense, déjà connecté, alors profitons-en. Donc, je dirais, bon plan d'action, bonne stratégie et des gens finalement engagés à faire avancer et à réaliser les choses. On devrait y arriver parce que le potentiel est là. Oui, tout à fait. Puis, Souad, vous faites l'échange Québec-Maroc, le modèle idéal, là, ce serait quoi pour vous, pour que tout le monde en tire profit et tout le monde ait cherché de la valeur et non pas seulement de tirer profit d'un marché ou d'un autre? Tout à fait. J'aimerais vraiment remercier Monique pour son intervention parce qu'elle a simplement mis la table à ce que j'ai en tête. C'est vraiment la musique à nos oreilles. Donc, franchement, au Québec, si on se regarde puis on se dit, bon, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut en tant que société? Nous sommes à la recherche de nouveaux marchés tous pour exporter notre production et sommes constamment aussi à la recherche de ressources humaines pour répondre à nos besoins. Donc, on a cette réalité-là dans laquelle on vit. Donc, de l'autre côté, on retrouve aussi des pays en voie de développement qui sont pris avec un chômage très élevé, avec des jeunes qui sont éduqués et talentueux. Et ces pays également veulent améliorer leur balance commerciale. Donc, on est dans la même situation par rapport à la réalité de la balance commerciale. Et surtout, je dirais que ces jeunes-là veulent participer à la production des choses qu'ils consomment. Donc, on a cette réalité-là que les gens, aujourd'hui, il y a une conscience par rapport à cette réalité-là. Donc, il ne faut pas se le cacher. Ce sont surtout ces ressources-là que des pays industrialisés ciblent dans leur politique d'immigration. Donc, d'une certaine façon, sans le vouloir peut-être, on participe à l'appauvrissement de certains pays sur ce point-là. C'est un sujet sensible, mais c'est quand même une réalité qui se vit de l'autre côté, qui est souvent exprimée aussi de cette façon-là. Donc, je pense que pourquoi, la question, Monique l'a bien dit, pourquoi ne pas créer un espace économique francophone? Personnellement, je vois le Québec dans la pole position. Je vois le Québec comme leader. Développer des accords bilatéraux ou multilatéraux entre les États membres et le secteur privé, vraiment de manière à lancer des projets concrets qui sont structurants. Et on va tabler sur les forces de chacun pour co-développer ensemble, co-produire, co-construire, tous créer de la richesse commune. Commune, oui, c'est ça. On crée de la richesse, tout à fait, avec des pays francophones qui sont de toutes les façons au surplus de ressources humaines qualifiées. Donc, le Québec va mettre de l'avant ce qu'il a le plus important, c'est le savoir-faire et le génie québécois. Donc, on a ça comme valeur très importante qu'on peut partager avec, et le reste, on peut le faire en commun et créer une richesse commune pour tout ce beau monde-là à l'intérieur de la francophonie, finalement. Oui. Merci, Souad. Puis en terminant, je vais donner la parole à Déborah et Annick pour conclure parce que je pense qu'on a vraiment mis sur la table plein d'idées. On veut que ça se concrétise. Ça parle à la jeunesse, ça parle à la diversité, évidemment, ces initiatives-là. Donc, Annick, là, de votre côté, quand on est à son compte,
dans la région de Québec, on fait quoi comme prochaine étape pour essayer de renforcer ça, ces liens-là économiques francophones? C'est la mise en réseau. Comme je disais tantôt, il faut qu'on se connaisse pour pouvoir faire des affaires ensemble. Et des initiatives comme par exemple la 3e grande rencontre des jeunes entrepreneurs du monde francophone, qui m'a permis justement de développer mon réseau entrepreneurial avec d'autres entrepreneurs de la francophonie, est porteur d'opportunités d'affaires aussi. Et pourquoi pas le faire pour les femmes? Je veux dire, la première conférence internationale des femmes de la francophonie, c'était en 2000. La deuxième, 17 ans plus tard, en 2017. À quand la 3e? Alors, vous allez contribuer à prendre l'initiative de cette 3e. Oui, je contribue avec grand plaisir. Non, mais c'est ça qui me manque, en fait, parce que un des appels que j'avais fait aussi, c'est justement quand Monique Leroux disait tantôt, la relève. Comment est-ce qu'on peut faire justement pour connecter des jeunes femmes comme moi, ou bien même des plus jeunes que moi, avec des femmes du calibre de Madame Leroux, ou bien de Sophie Lemieux? Comment faire ça? Parce qu'on a tellement à se nourrir, nous, d'autres parcours, d'autres expériences. Et Déborah avait bien commencé aussi avec modèle, mais si on peut passer des rencontres où chaque palier des générations sont là pour échanger ensemble. Parce que c'est ça, c'est la diversité intergénérationnelle pour justement faire émerger de nouvelles idées, de nouveaux projets. Donc ça manque aussi. Et comme je disais, ne pas seulement penser à des jeunes filles, adolescentes ou aux primaires, mais aussi des jeunes filles de la génération Y qui parfois on est un peu oubliés. Bon point. Déborah, qui fait aussi partie de cette génération, c'est inspirant comme présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Est-ce que vous venez d'entendre? Ça donne le goût de passer encore plus à l'action? Effectivement, très inspirant et surtout dans le contexte que nous vivons toutes et tous actuellement, ça donne pas mal beaucoup de mandats et beaucoup d'actions à mettre sur pied, mais je voudrais juste saluer non seulement Souhad Souhad et Monique et aussi Annick pour tout ce plaidoyer, j'ai l'impression qu'elles font en faveur de la relève, donc qui m'évite moi-même de le faire parce qu'effectivement, j'ai souvent ce chapeau-là avec la Jeune Chambre de toujours parler en faveur. Donc, je voulais juste vous saluer, mesdames, et vous remercier parce qu'effectivement, on parle dans cette grande conversation autour des enjeux de la société et surtout des changements amenés à la société. On donne peut-être peu souvent la parole aux jeunes, ou si on la donne, c'est simplement pour se dire qu'on l'a fait, mais on ne prend peut-être pas assez en compte ces paroles-là. Mais je pense dans ce grand virage que nous sommes en train de vivre, c'est important de considérer ces paroles-là parce qu'on a l'opportunité de le faire. Et comme on dit, veut pas, les jeunes, que ce soit 12 ans ou 22 ans ou 32 ans, on a quelque chose à dire et surtout, on a probablement des moyens de remédier à plusieurs des enjeux. Je pense sincèrement aux enjeux climatiques et notamment en matière de diversité et inclusion, en matière de leadership inclusif. On a peut-être quelque chose à dire et ce serait peut-être l'occasion de nous entendre. Donc, et pour rebondir très rapidement, je vous promets, Sophie, sur un point que Monique a fait, encore une fois, elle a fait un travail que je n'ai pas à faire, le rôle des institutions financières, notamment par rapport au groupe Banque TD. Je pense que le segment qu'on est en train de lancer depuis près d'1 an maintenant et dont je suis responsable pour le Québec, c'est important, c'est un pas dans la bonne direction pour faire en sorte qu'au-delà de l'État, au-delà des initiatives comme d'organismes comme l'OIF, c'est important aussi que le privé se mobilise parce que c'est une question de tout le monde, c'est une question de société et c'est une réflexion collective qu'il faut avoir en ce sens-là. Donc, c'est pourquoi c'est très, très, très important ce rôle-là. Donc, je le vois vraiment d'un œil très, très, très positif parce qu'on sent cette mobilisation-là. Et comme Annick le dit, c'est important que cette mobilisation se concrétise au-delà de la conversation, des réflexions, mais qu'on voit des actions réelles. Merci beaucoup. Merci pour ce mot de la fin, Déborah. Et je pense que maintenant, la COVID nous aura peut-être donné ça, briser justement toutes ces frontières grâce au virtuel qui nous a permis d'être avec vous sur cette heure. Et tout de suite, maintenant, je fais un saut à Paris pour donner la parole à la représentante personnelle du premier ministre du Québec pour la francophonie, les délégués générales du Québec à Paris, Madame Michèle Boisvert. Bonjour à toutes, à tous, à Québec, Abidjan, Paris, Rabat et de par la francophonie. Écoutez, quel panel pour la déléguée générale du Québec à Paris que je suis et la représentante personnelle du premier ministre pour la francophonie. C'était vraiment de la musique à mes oreilles. J'aurais continué à vous entendre, mesdames. Donc, je tiens d'entrée de jeu à remercier notre ministre, mais vous toutes, mesdames, panélistes, Sophie, notre modératrice, une qualité incroyable de vos interventions sur un sujet qui nous préoccupe tous
le rôle essentiel des femmes dans le développement économique de nos sociétés. Je pourrais moi aussi en parler longuement, c'est un sujet qui me passionne, mais mon rôle ici est de conclure et de revenir sur les principaux points que vous avez soulevés. Donc, ce que je vais retenir principalement de vos échanges, c'est que nous avons le droit, je dirais même le devoir d'être optimistes. Votre ambition, votre créativité et votre inventivité sont à l'image de celles des femmes qui font de notre espace une francophonie résolument économique. Et là-dessus, comptez sur le Québec pour faire valoir l'économie au sein de la francophonie. Vous avez mis en lumière ce que les femmes d'affaires apportent et contribuent à cette francophonie, mais pour les accompagner, il nous faudra redoubler d'efforts afin d'ouvrir la voie à une plus grande autonomie économique de toutes les femmes. Madame Leroux, chère Monique, vous nous avez parlé de votre vaste expérience dans le domaine de la coopération internationale francophone et de l'importance du réseautage pour les femmes chefs d'entreprise. Madame Cher-Enfant, Déborah, vous avez mis l'emphase sur l'appui que vous avez trouvé dans les réseaux d'entrepreneuriat et surtout d'entrepreneuriat féminin, l'importance de valoriser l'entrepreneuriat féminin. Vous nous rappelez également que nous pouvons miser sur la créativité des femmes pour nous démarquer et contribuer à l'essor économique de l'espace francophone. Madame Elmalène Souad, vous avez insisté sur le levier qui représente l'excellente réputation du Québec à l'étranger, et c'est vrai, je le constate tous les jours à Paris. Donc, excellente réputation à l'étranger, dans les pays francophones, évidemment, pour co-construire des partenariats, partager nos forces communes afin de créer une prospérité partagée. Madame Gameau, Cameroun, France, Québec, votre parcours singulièrement francophone nous confirme que la francophonie est beaucoup plus qu'institutionnelle et que la langue française y représente un réel atout. En mettant l'accent sur la nécessité pour les jeunes et les femmes entrepreneurs de voyager et d'entretenir des liens, vous nous rappelez également à notre objectif premier, faire de la francophonie un espace privilégié d'échange pour propulser les futurs talents et les jeunes pousses. Mesdames, par vos accomplissements, votre leadership et votre vision, vous êtes vous-même des modèles de réussite inspirants pour les jeunes femmes ambitieuses. Je suis persuadée que vos témoignages aujourd'hui vont motiver de nombreux jeunes, femmes et hommes, à se lancer dans le domaine des affaires. Nous avons besoin d'entrepreneurs. À l'heure où la relance économique, solidaire et écologique est une impérieuse nécessité pour toutes nos sociétés, une plus grande autonomisation et implication économique des femmes doit être notre priorité commune. Grâce à l'atout que représente notre langue commune, l'espace francophone doit être un lieu d'échange et de mobilité, un lieu également ouvert à toutes les créativités et à toutes les ambitions, et un lieu surtout où toutes les conditions sont réunies pour offrir aux femmes la possibilité de se réaliser pleinement. Nous saluons d'ailleurs la création par la secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Mouchiki-Wabo, du fonds La francophonie avec elle. Cette initiative a pour objectif de soutenir les projets concrets de femmes en situation de vulnérabilité à travers notre espace. La francophonie va voir en pleine pandémie germer des dizaines de projets d'éducation, de formation professionnelle, d'entrepreneuriat. Preuve, s'il en fallait, du dynamisme et de la résilience sans faille des femmes de notre espace. Pour reprendre les mots de la ministre Giraud, inspiré par les femmes de l'espace francophone, le Québec va continuer à jouer un rôle actif en francophonie économique. Le Québec va continuer ses efforts aux côtés de ses partenaires de la francophonie pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Et vous le savez, le Québec va continuer à faire de l'amélioration de la condition des femmes une priorité. Seuls des efforts multilatéraux en ce sens vont permettre de donner vie aux idées de toutes les futures femmes d'affaires et entrepreneurs. Le sommet de la francophonie qui va se tenir en Tunisie l'an prochain sera justement une plateforme pour renforcer l'engagement des chefs d'État et de gouvernement membres de la francophonie envers l'autonomisation économique des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes. Le Québec, soyez assurés, va prendre une part active aux discussions qui vont s'y dérouler. Encore une fois, tous mes remerciements, Madame la Ministre, à vous, Mesdames les panélistes, et à vous, Sophie, pour votre magnifique travail de modération.
et également à vous tous qui avez suivi cette table ronde virtuelle. Nous comptons sur votre optimisme et vos efforts décuplés au service des femmes d'affaires qui représentent un levier incontournable pour la francophonie économique. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci à vous, Michel Boisvert. Merci pour ces bons mots, ce discours nettement inspirant. Je remercie encore une fois toutes les conférencières, mais tous les participants à ce panel, où que vous soyez dans le monde. J'espère que vous avez été inspirés tout autant que moi, que donc vous avez plein d'idées pour être créatifs et créatives et réaliser vos ambitions. Alors, bonne fin de journée à tous.